Dans la ceinture des astéroïdes, eh bien, nous avons cette population de petits corps qui vont depuis Cérès, 950 km de diamètre, jusqu'à des corps à la taille de la poussière, et à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km de diamètre. Alors en fait, au début du XXe siècle, un japonais Hirayama a identifié des petits groupes de corps dans cette ceinture qui partagent les mêmes propriétés, semble-t-il, de composition, et aussi les mêmes positions. Vous imaginez des groupes de corps entre Mars et Jupiter bien concentrés, à peu près une vingtaine, et il les a appelés des familles d'astéroïdes. Et plus tard s'est posé la question pourquoi ces corps sont si semblables en composition par rapport au reste, et pourquoi sont-ils si concentrés dans des zones précises. Et finalement, on s'est aperçu que c'était probablement des corps, chaque famille était en fait un groupe de corps qui était issu d'un même corps, beaucoup plus gros, un corps parent, on va dire, qui a été détruit par une collision. Parce que dans la ceinture des astéroïdes, il se produit des collisions tout le temps. Et d'ailleurs, les images que nous avons de surface de corps dans cette ceinture, prises par des sondes qui allaient vers Jupiter notamment, nous ont montré qu'ils sont peuplés de cratères. Et de temps en temps, eh bien, une collision majeure va détruire un corps qui peut aller de quelques kilomètres de diamètre à quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et ce corps, en se détruisant, il va donc produire des fragments. Et ces fragments vont continuer à évoluer pendant des millions, voire des milliards d'années. Et c'est ceci que l'on appelle une famille d'astéroïdes. Cependant, la compréhension des familles d'astéroïdes était très intéressante parce que notre compréhension de la fragmentation de roches, même sur Terre, est très pauvre. Et là, nous avions la possibilité, grâce aux familles, d'étudier à grande échelle le résultat d'une collision que l'on ne peut pas faire en laboratoire. Quand on essaie de comprendre ce phénomène de collision qui a d'ailleurs joué un rôle majeur dans l'histoire du système solaire, puisque les planètes au départ se sont formées par agglomération de corps, donc c'était des collisions à vitesse lente, puis il y a eu un moment donné où les vitesses ont été élevées à cause des perturbations dues à la formation de ces planètes, et donc on commençait à casser les corps. Et ces phases-là, si on essaie de les comprendre, pour comprendre comment le matériau s'est réparti dans le système solaire, nécessitent qu'on comprenne ce phénomène de collision. Or, à des échelles où on a des corps mis en jeu qui font la dizaine du kilomètre, par exemple, le phénomène est complètement différent de celui que l'on étudie par exemple en laboratoire, où on tire à très haute vitesse sur des cibles de quelques centimètres de diamètre. Et d'ailleurs, en extrapolant le résultat d'expériences en laboratoire sur des cibles de quelques centimètres de diamètre, on aboutissait à un paradoxe. Selon les expériences de laboratoire, eh bien, pour casser un corps de 100 km de diamètre, mettons, il faut une énergie telle que les fragments devraient être tout petits. On devrait pulvériser le corps, et ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Ces familles d'astéroïdes, par exemple la famille Coronis, c'est une famille issue d'un corps d'à peu près 120 km de diamètre. Le plus gros corps fait quelques dizaines de kilomètres de diamètre, le plus gros fragment. Donc on ne l'a pas pulvérisé. A l'inverse, si on voulait créer des familles d'astéroïdes dont les membres ont la taille qu'ils ont, eh bien, il faudrait une énergie vraiment très faible pour être sûr qu'on va former des gros fragments. Mais du coup, on ne les dispersera pas comme on le voit dans la ceinture des astéroïdes. Donc soit on produit des corps tout petits et dispersés avec le même taux de dispersion que ce que l'on voit dans la ceinture, ou alors on produit des gros corps mais on ne les disperse pas assez. Ça, c'était un paradoxe. Alors dans les années 2000, moi-même et une équipe des collègues américains et suisses, eh bien, nous avons fait les premières simulations numériques de fragmentation à l'échelle des astéroïdes de quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et on s'est aperçu en faisant ces calculs et en prenant en compte tous les phénomènes que l'on pensait être pertinents pour reproduire ces familles, eh bien que quand un corps de 100 km est détruit par un impact, les impacts dans la ceinture se produisent à quelques kilomètres par seconde, donc ça va très vite, eh bien effectivement, cela produit énormément de petits fragments, comme les expériences en laboratoire le disaient, mais simplement ce qu'il se passe, c'est qu'une fois que ces fragments partent eh bien, de leur position initiale, ils peuvent être encore suffisamment gros pour pouvoir se réattirer les uns les autres et se réaccumuler pour former des agrégats. Et donc finalement, ça permet de résoudre l'ensemble des problèmes. En cassant le corps, on disperse les fragments, et ceux-ci, ils sont grands parce qu'en fait, ils grossissent lors de leur échappement du corps parent, par réaccumulation due à leur attraction qui est due à la gravité. Et donc finalement, ça c'est très intéressant parce que si ces simulations sont vraies, eh bien ça voudrait dire que la plupart des objets qui sont dans la ceinture des astéroïdes actuellement et qui sont issus de collisions pendant la durée de vie de cette ceinture depuis 4 milliards d'années, eh bien sont probablement des agrégats et non pas des roches monolithiques. Et ça a des conséquences intéressantes parce que nous avons aussi une population de petits corps qui croisent la trajectoire de la Terre, dont la plupart viennent de cette ceinture d'astéroïdes, du fait que des collisions se produisent et que certains fragments sont envoyés sur des trajectoires instables qui les mènent vers la Terre. Eh bien,
peut-être que si ces modélisations sont vraies, eh bien, la plupart de ces objets sont des agrégats. Et ça, c'est très intéressant à savoir parce que le jour où l'un d'entre eux pourrait venir, on aurait une prédiction que l'un d'entre eux viendrait sur Terre, eh bien, notre capacité de le dévier dépendra sensiblement de ce que l'on pensera de la structure interne. Par exemple, si on veut le dévier en tapant dedans, avec un projectile, évidemment, l'objet ne répondra pas de la même manière si c'est un agrégat ou si c'est une roche monolithique, un simple bloc. D'où l'importance aussi de mieux comprendre la structure interne de ces objets, parce que cela nous permettra de savoir comment nous en protéger aussi.